par rapport donc à l'énergie thermique. On en arrive normalement dans votre cours, on est à la page où il y a un tableau en format horizontal avec trois expériences qui sont montrées. Je vais vous montrer exactement où on se trouve dans le cours. Voilà, on se trouve ici à la page, hop, voilà, ici à la page 17 normalement. D'accord? Voilà. Ok? Alors, donc ici, je vais vous montrer, hop, voilà. Alors, je vais vous remontrer une fois donc l'expérience avec la boule qu'on appelle la boule de Gravesand. D'accord? Voilà. Ça, c'est la pub. J'ai ici une sphère accrochée à une chaîne qui passe dans l'anneau, comme ça. Elle passe dans l'anneau et je vais chauffer la sphère à l'eau d'une eau bouillante, à l'aide d'une eau bouillante. Je vais passer maintenant cette sphère dans l'anneau, mais elle ne passe plus. Et voilà. Voilà. Donc en fait, ici, pardon, hop, voilà. On voit que dans un premier temps, lorsque la sphère n'est pas chauffée, elle traverse l'anneau. Mais dans un deuxième temps, ça ce sont les observations, eh bien après qu'elle ait été chauffée, eh bien elle ne passe plus à travers l'anneau. D'accord? Ça c'est la première expérience. La deuxième expérience, je vous la montre ici donc en vidéo également. Voici un thermoscope. Il s'agit d'un Erlenmeyer muni d'un bouchon traversé par un tube en verre. Dans cet Erlenmeyer, il y a de l'eau colorée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce thermoscope dans ce bécher et j'y verse de l'eau bouillante. Alors, sous l'effet de la chaleur, l'eau se dilate, donc l'eau qu'il y a dans le tube va monter. Ici, on peut voir qu'elle augmente, donc elle va se dilater. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième expérience. Donc on place en fait ici, eux, ils ont pris un Erlenmeyer, mais peu importe le récipient, qui contient de l'eau colorée. On place ce récipient dans de l'eau chaude. Attendez, parce qu'il y a YouTube qui s'est remis en route, pardon. Voilà, donc ce récipient qui contient cette eau colorée, en fait, est relié à un tube fin, d'accord? Et donc vous voyez qu'il y a un bouchon au-dessus qui est muni d'un trou et dans ce trou on fait passer donc un tube fin. Voilà. Alors on voit que quand on place ce ballon coloré, enfin ce ballon qui contient l'eau colorée dans de l'eau chaude, eh bien on voit que cette eau colorée monte de plus en plus dans le tube. D'accord? On va tout expliquer après donc pourquoi. Hein. Ok. Voilà. La troisième expérience, c'est tout simplement un ballon qui a l'air donc dégonflé lorsqu'il fait froid. Vous voyez il a neigé, donc il fait plus froid. Et lorsqu'il fait plus chaud, eh bien le ballon, ce même ballon, hein, qui contient la même quantité d'air, eh bien il semble davantage gonfler. Ok, voilà. Ok. Et donc, de manière générale, en fait, qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça? Si je reprends expérience par expérience, maintenant on va les expliquer. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ici,
lorsque la sphère n'est pas réchauffée, elle peut passer à travers l'anneau. Mais lorsqu'on la réchauffe, lorsqu'elle est devenue beaucoup plus chaude, eh bien la sphère, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, les molécules, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez lors de la conduction, lorsque les molécules étaient chauffées, eh bien, elles s'écartaient davantage, d'accord? Et donc, le corps prenait plus de place. Eh bien, c'est ce qui se passe ici. Lorsqu'on chauffe en fait la boule, eh bien, cette boule prend, enfin, cette sphère prend plus de place, donc son volume augmente. Et donc, comme son volume a augmenté, eh bien, il devient supérieur, enfin, en tout cas, oui, la place qu'occupe la sphère devient supérieure donc au diamètre de l'anneau, d'accord? Et donc, ben, cette sphère ne passe plus à travers l'anneau parce qu'elle s'est dilatée, elle a pris plus de place, d'accord? Ça, c'est pour la première expérience. Pour la deuxième expérience, lorsqu'on a chauffé le récipient contenant l'eau chaude, eh bien, enfin l'eau colorée, pardon, cette eau colorée, donc c'est réchauffé grâce à la chaleur donc, de l'eau chaude. Et en chauffant, l'eau, on a expliqué que ben, les molécules prennent également plus de place, d'accord? Et donc, l'eau chaude, donc l'eau s'est dilatée, elle a pris plus de place, d'accord? Et donc, ben, vous voyez que cette eau ne peut pas prendre plus de place en dessous puisque tout est déjà rempli. Et donc, pour prendre plus de place, elle n'a d'autre choix que de monter. Elle n'a pas d'autre choix que de monter dans le tube. D'accord? Et enfin, pour la troisième expérience, lorsqu'il fait plus chaud, d'accord, eh bien, l'air à l'intérieur du ballon prend plus de place puisque les molécules sont plus agitées, d'accord, ok, lorsqu'il fait plus chaud, ben, les molécules d'air qui sont plus chaudes sont plus agitées que lorsqu'elles sont plus froides, et donc elles prennent plus de place dans le ballon, et donc le ballon semble beaucoup plus gonflé lorsqu'il fait chaud. À l'inverse, quand il fait froid, les molécules sont beaucoup plus rapprochées et moins agitées, d'accord? Elles poussent donc beaucoup moins fort sur les parois du ballon, et donc le ballon semble être dégonflé, enfin en tout cas moins gonflé. Voilà. Et donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que sous l'effet de la chaleur, eh bien, les corps, que ce soit des solides, des liquides ou des gaz, prennent plus de place, c'est-à-dire que leur volume augmente et donc on dit qu'ils se dilatent. C'est ce qu'on appelle la dilatation. À l'inverse, lors d'un refroidissement, d'accord, lorsqu'un corps refroidit, il perd de la chaleur et là, à ce moment-là, les solides, les liquides et les gaz prennent moins de place puisque les molécules se rapprochent. Et là, on dit qu'ils se contractent, c'est la contraction, d'accord? Ça, c'est très très important de bien avoir en tête. Sous l'effet de la chaleur, les corps se dilatent, ils prennent plus de place et lorsqu'ils refroidissent, ils prennent moins de place. On dit qu'ils se contractent. D'accord? Voilà. OK? Donc ici, on a une explication moléculaire, hein. Donc voilà, vous avez les molécules, ici c'est plutôt les molécules d'un solide, hein, puisqu'elles sont fort ordonnées, etc. D'accord? Vous avez des molécules qui sont froides, d'accord, et qui sont pas tellement agitées. Et lorsqu'on les réchauffe, vous voyez que ces molécules deviennent plus agitées et un petit peu plus écartées. Voilà. C'est l'inverse pour la contraction. Lorsqu'on a un corps qui est chaud et qu'on le refroidit, eh bien, ces molécules se rapprochent et deviennent de moins en moins agitées. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc la dilatation et la contraction. On arrive maintenant à la suite du cours. Donc maintenant, on arrive à cette page-ci, donc qui est la page d'après, donc page 18. D'accord? Ici. Comment maintenant, on va s'intéresser donc à comment est-ce qu'on peut conserver le chaud et le froid. Vous voyez que vous avez une situation à gauche, d'accord, où voilà, il semble faire très froid dehors et quelqu'un porte un manteau assez lourd, hein, d'accord. Euh, et ici, on a dans le désert quelqu'un qui porte donc des vêtements et là, il fait très très chaud. D'accord? Voilà. Alors,
Qu'est-ce qu'on représente dans ces deux rectangles-là? Alors, en fait, on veut vous expliquer, pour conserver le chaud et le froid, on doit utiliser en fait ce qu'on appelle un isolant. D'accord? Je vais prendre un exemple tout simple. Imaginez que vous vous faites, je ne sais pas moi, une soupe ou un thé ou un café, d'accord? Par exemple, un thé ou un café le matin, et que vous voulez boire ce café ou ce thé à midi dans votre journée et que vous vouliez pardon, qu'il reste chaud. Eh bien, vous allez par exemple utiliser un thermos qui va garder votre thé ou votre café chaud pendant de nombreuses heures. D'accord? À l'inverse, si vous voulez garder une boisson froide, eh bien vous pouvez également conserver cette boisson dans un thermos. Alors, quel est le rôle en fait d'un isolant? En fait, un isolant va limiter le plus possible les déplacements de chaleur du corps chaud vers le corps froid. Donc par exemple, ici, on a le cas d'un corps qui doit rester au chaud le plus longtemps possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce corps reste au chaud le plus longtemps possible? Eh bien, on va l'enfermer dans un isolant. D'accord, ok. Et là, cet isolant, ben, qu'est-ce qu'il va avoir comme rôle? Il va limiter le plus possible le déplacement de la chaleur du corps chaud vers le corps froid. Parce qu'on a vu que la chaleur se déplaçait toujours du corps chaud vers le corps froid. Mais si on met un isolant entre le corps chaud et le corps froid, eh bien, le corps chaud ne va presque pas perdre de chaleur. Vous voyez, la plus grande partie, donc à la limite, j'ai envie de faire quelque chose ici. Insertion, voilà. Voilà. Mince, pardon, excusez-moi. Alors, je vais faire autrement. Je vais faire... Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, je crois. Bon, je vais faire comme ça. Ok. Là. Et puis encore un autre dessin. Voilà, je vais mettre une croix à chaque fois. Vous voyez? Hop, voilà. Voilà, bon, c'est pas très... C'est pas génial. Voilà. Et donc, je remets ici. D'accord? Voilà. Et donc, vous voyez que la chaleur ne se déplacera, en tout cas, se déplacera beaucoup plus difficilement du corps chaud vers le corps froid. Et donc, le corps qui doit rester enfermé, enfin, le corps qui doit, pardon, rester au chaud, bah, va rester chaud le plus longtemps possible. À l'inverse, maintenant, si on veut conserver un corps au froid, enfin au frais, d'accord, comme par exemple une boisson qui doit rester fraîche, on va entourer non plus cette fois-ci le corps chaud d'un isolant, mais le corps froid. Donc par exemple, si on place une boisson dans un thermos, d'accord, ceci c'est le thermos, et en fait le thermos, il va empêcher la chaleur de l'extérieur, enfin empêcher, en tout cas limiter le plus possible la chaleur de l'extérieur. Donc cet isolant va empêcher le plus possible la chaleur de l'extérieur de rentrer ici pour réchauffer le corps qui est plus froid. Donc en fait, si je prends l'exemple d'une boisson qui doit rester au frais dans un thermos, eh bien le thermos va empêcher la chaleur de l'extérieur de rentrer euh, au niveau de la boisson pour la réchauffer en fait. Et donc la boisson va rester froide le plus longtemps possible. Et donc un isolant sert vraiment en fait de barrière entre le corps chaud et le corps froid pour limiter le plus possible les transferts de chaleur du corps chaud vers le corps froid. D'accord? Voilà. Donc ici on dit pour limiter les transferts de chaleur d'un corps chaud à un corps froid, on va isoler l'un des deux. Ok? Voilà. Ok? Alors, maintenant, on va s'intéresser en fait à justement, c'est quoi finalement un isolant, un isolant et qu'est-ce que c'est qu'un conducteur. Ici, on va parler d'isolant et de conducteur thermique.
c'est-à-dire les isolants et les conducteurs de chaleur. Un isolant thermique, c'est un corps qui laisse très très peu la chaleur le traverser. Et à l'inverse, un conducteur, c'est un corps qui laisse très facilement la chaleur le traverser. D'accord? Alors ici, vous voyez que vous avez différents matériaux. D'accord? Et à droite, vous avez une constante, un nombre un petit peu spécial qu'on appelle la conductivité thermique. Alors l'unité, il faut pas s'en soucier, c'est une unité assez compliquée qu'on ne va pas expliquer évidemment ici en deuxième année. Alors, à votre avis, euh, comme ce nombre indique la conductivité thermique, à votre avis, plus la conductivité thermique est élevée, plus l'objet laisse passer facilement la chaleur, ou bien plus la conductivité thermique est élevée, moins l'objet laisse passer facilement la chaleur. Vous pouvez mettre sur pause pour essayer de réfléchir. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que plus la conductivité thermique est élevée, plus le matériau va laisser passer facilement la chaleur. Ben forcément, puisque conductivité thermique, dans conductivité, on entend conduct, donc conducteur. Un conducteur de chaleur, c'est un corps qui laisse passer facilement la chaleur. Donc plus ce nombre est élevé, et plus l'objet va laisser passer facilement la chaleur. Et donc ici, on voit que le matériau qui laisse passer le plus facilement la chaleur, c'est-à-dire le meilleur conducteur, c'est le cuivre, c'est logique. Alors il faut savoir aussi qu'un très bon conducteur de chaleur, dans la plupart des cas, mais pas toujours, c'est également un très bon conducteur d'électricité. Ici, le cuivre, par exemple, qu'on utilise notamment dans beaucoup de fils électriques, eh bien, il conduit extrêmement bien l'électricité et on voit ici qu'il conduit également extrêmement bien la chaleur. C'est un très très bon conducteur de chaleur. À l'inverse, le moins bon conducteur de chaleur, c'est-à-dire le meilleur isolant, c'est le duvet ici. Vous voyez qu'il y a la conductivité thermique la plus faible, la plus basse, la plus petite. Ok? Voilà. Et donc, finalement, un corps qui est un bon isolant, ben, qu'est-ce qu'il possède? C'est quoi les caractéristiques en fait d'un excellent isolant thermique, enfin d'un bon isolant thermique? Ben, tout d'abord, on l'a vu, vous voyez, il doit avoir une conductivité thermique la plus petite possible. Hein, vous voyez que les bons isolants se trouvent ici en bas et les conducteurs se trouvent plutôt ici au-dessus. Alors, la deuxième caractéristique qui est peut-être un petit peu moins évidente, c'est le fait qu'un corps doit posséder une masse volumique faible. C'est-à-dire qu'un corps qui est isolant, ça doit être un corps relativement léger. Alors, pourquoi est-ce que un bon isolant doit posséder eh bien, une masse volumique faible? Alors pour ça, je vais vous montrer une vidéo qui explique relativement bien ça, sur YouTube toujours. Alors, voilà, ici. Your work can feel much smoother with Monday.com WorkOS. Salut, c'est Marius Mace. Comment est-il possible que la chaleur humaine puisse se garder si facilement dans un igloo? Pourquoi revient-on maintenant à utiliser des matériaux anciens comme de la paille pour isoler les maisons? Eh bien, regardez attentivement cette vidéo. Examinons la différence entre le bois et le fer. Pourquoi cette différence et cette sensation de froid quand on touche la partie métallique de ce marteau et une sensation de moins froid quand on touche le bois? Pour se rendre compte de la situation, il faut savoir que la main a une température de 36 degrés Celsius, qui est notre température corporelle. Par contre, que ce soit la partie métallique ou boisée, le marteau est à une température ambiante, par exemple, de 20 degrés Celsius. Il y a donc une différence de 16 degrés Celsius. En principe, on l'a vu, la chaleur va passer du corps le plus chaud vers le corps le moins chaud, donc de la main vers le marteau. Représentons les molécules de fer de la partie métallique, puis les molécules de bois. Il faut savoir que la distance entre les molécules de fer est plus petite que la distance. Voilà, donc il parle un petit peu vite. Donc ce qu'on veut vous expliquer ici, vous voyez que le fer, c'est un bon conducteur de chaleur, d'accord? C'est d'ailleurs pour ça que lorsqu'on touche une partie métallique, on va relativement avoir froid, puisque le fer
qui est un bon conducteur, va prendre facilement la chaleur de notre main, alors que le bois, d'accord, si on touche cette partie ici, on va moins ressentir la chaleur puisque le bois va moins facilement prendre la chaleur de notre main, d'accord? Alors, comment sont les molécules de fer par rapport aux molécules de bois? Eh bien, en fait, dans un isolant, les molécules sont beaucoup plus éloignées les unes des autres que dans un conducteur. C'est logique, puisque si les molécules sont plus éloignées, eh bien, ce sera beaucoup plus difficile pour la chaleur de passer d'une molécule à l'autre. Pourquoi? Ben parce que si les molécules sont plus éloignées, eh bien, elles devront parcourir, enfin, elles devront en tout cas vibrer beaucoup plus fort pour aller toucher la molécule d'après. Et donc, ben, il va falloir fournir beaucoup plus d'énergie aux molécules pour les faire vibrer. D'accord? Et donc, évidemment, lorsque les molécules sont plus éloignées, eh bien, la chaleur se transmet beaucoup plus difficilement et beaucoup plus lentement d'une molécule à l'autre, alors que lorsque les molécules sont rapprochées, eh bien, la chaleur se transmet plus facilement et plus rapidement d'une molécule à l'autre, puisque ben là, vous voyez que comme les molécules sont plus rapprochées, eh bien, il suffit qu'elles vibrent ne fût-ce qu'un tout petit peu pour aller cogner sur l'autre molécule, etc. D'accord? Voilà, c'est ce que je voulais simplement ici vous expliquer. Donc, hop, voilà. On en conclut donc que la deuxième caractéristique d'un bon isolant thermique, ça doit être qu'il doit posséder une masse volumique faible, c'est-à-dire qu'il doit être relativement léger. Pourquoi? Deux raisons. Parce que les molécules, en fait, sont relativement éloignées. Donc, si les molécules sont relativement éloignées, ça veut dire qu'il y en a moins dans un certain volume. Donc, le corps est plus léger pour le même volume, d'accord? Et souvent, et ça, je vais vous montrer également la vidéo aussi qui explique ça. Voilà, je vais ici continuer. Les molécules de bois. La conséquence est que l'agitation thermique se transmet plus difficilement lorsque les molécules sont plus distantes et donc plus facilement lorsque les molécules sont plus rapprochées. C'est le cas pour le fer où la chaleur passe plus vite dans les molécules. Par contre, pour le bois, la chaleur passe plus difficilement d'une molécule à l'autre. Donc il faut imaginer qu'avec le fer, la chaleur passe plus vite de la main aux molécules de fer et que c'est cela qui explique le fait que le fer semble être plus froid. Pour le fer, la masse volumique est plus élevée puisque les molécules sont plus rapprochées. Par conséquent, l'agitation moléculaire se transmet plus facilement et on dit alors, par contre, le caoutchouc, le liège, etc. sont des matières isolantes d'un point de vue thermique. Quel est le point commun entre les quatre éléments suivants? Les maniques pour tenir une casserole très chaude, la laine de verre que l'on place entre les briques et blocs de béton quand on construit une maison ou sous la toiture, un pull en laine pour avoir bien chaud en hiver, le duvet de l'oisillon qui lui permet de bien se tenir au chaud. Eh bien, dans ces quatre situations, l'air est enfermé dans une structure. Dans la partie molle des maniques, il y a de l'air. La laine de verre coincée dans le mur immobilise l'air. Le pull en laine enferme de l'air dans la laine. Et dans le duvet, l'air est également emprisonné juste en dessous des plumes. Il faut savoir que l'air est un bon conducteur de chaleur lorsqu'il peut se déplacer. C'est ce qu'on appelle la convection. On l'a vu dans la vidéo précédente. Mais lorsqu'il est immobilisé et empêché de voyager, il devient un excellent isolant thermique. Voici quelques autres exemples où l'air joue un rôle d'isolant. Les manchons que l'on place autour des... Voilà, donc ce qu'il veut expliquer ici, c'est que en fait, l'air, il faut savoir que l'air, qui est un gaz, eh bien, lorsqu'il est en mouvement, on l'a vu, eh bien, il sait facilement transmettre sa chaleur, c'est la convection, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, d'accord? Mais lorsqu'il est immobilisé, comme les molécules sont relativement espacées les unes les autres, eh bien, c'est un excellent isolant, c'est-à-dire que la chaleur passe très difficilement d'une molécule à l'autre. C'est logique puisque lorsque l'air ne bouge pas, eh bien, ça veut dire que les molécules rentrent très très peu en collision entre elles, et donc la chaleur va se transmettre lorsque l'air ne bouge pas très difficilement d'une molécule à l'autre. Voyez à quel point les molécules sont espacées et donc à quel point il est difficile pour une molécule eh bien, d'aller transmettre son agitation aux autres. D'accord? Voilà. Ok, donc ça c'est ce qu'on veut vous expliquer ici. Et alors ce qu'il vous explique également, c'est que dans les très bons isolants qu'on utilise au quotidien, eh bien il y a souvent de l'air qui est emprisonné et qui ne bouge pas et qui donc joue le rôle d'un isolant thermique. C'est le cas notamment ici du duvet, d'accord? Le duvet par exemple, hop,
pardon, je l'ai fait beaucoup trop loin, le duvet, voilà, qui est un excellent isolant, eh bien en fait, il contient beaucoup d'air. Ça explique aussi pourquoi les isolants sont également très légers, hein, d'accord? Voilà, ok? Voilà, donc ça, ce sont les deux caractéristiques d'un bon isolant qu'il vous faudra connaître pour l'évaluation. Ok? Et donc, de manière générale, les corps qui laissent facilement la chaleur les traverser sont des conducteurs et les corps qui ne laissent pas bien la chaleur les traverser sont des isolants. Alors, si maintenant on revient à la situation de départ tout au-dessus, voilà, avec la maison. Pourquoi est-ce qu'il faut diminuer le plus possible les pertes de chaleur qui ont lieu au niveau de ces maisons? Donc on va répondre à cette question-là à la fin. D'accord? Voilà. Voilà. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il y a des pertes de chaleur au niveau d'une maison? D'accord? Ben, il faut savoir que il y a des pertes de chaleur au niveau de toutes les ouvertures d'une maison, que ce soit au niveau du toit, que ce soit au niveau du sol, que ce soit au niveau des fenêtres, etc. D'accord? Alors, plus une maison est isolée, et moins il y aura de pertes de chaleur. Donc, plus une maison est isolée, et plus vous allez gagner notamment en consommation d'énergie, puisqu'il faudra moins d'énergie pour garder une température constante dans votre pièce. Et donc, évidemment, plus la maison est isolée, plus la maison est isolée, et moins vous allez devoir chauffer votre habitation. D'accord? Voilà. Ok? Alors, comment est-ce qu'on fait pour limiter le plus possible les pertes de chaleur? Eh bien, on va tout simplement isoler le toit, les murs et toutes les ouvertures ainsi que le sol. D'accord? Souvenez-vous, l'air chaud, qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Donc, en fait, pour éviter que cet air chaud ne s'en aille vers l'extérieur, on va privilégier une isolation en hauteur d'abord. Alors, même si l'isolation des sols et des ouvertures reste très importante, il est très, 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 très important de bien, bien isoler les dessus d'une maison et notamment donc la toiture. Voilà. D'accord? Voilà, donc ici vous voyez différents exemples d'isolation dans une maison. Voilà, cette vidéo donc s'achève ici. N'hésite pas à la regarder de nouveau si des questions, si certaines notions te semblent floues. N'hésite pas non plus à regarder la vidéo de Madame Face qui explique également très bien et de manière plus courte la matière, d'accord, avec de nombreux schémas, etc. Et n'oublie pas que pour la semaine prochaine, il te faudra avoir complété toutes les rubriques du cours. Voilà.